Donc là, on va revenir sur pourquoi on existe, hein. Alors, d'une part, c'est pour essayer d'identifier les entreprises qui travaillent sur ces sujets de valorisation des données et d'utilisation de l'IA en région Occitanie. On parle de région Occitanie parce que Digital 113 agit sur l'Occitanie. Et pour autant, aujourd'hui, on aura peut-être des gens qui sont hors Occitanie puisqu'on l'a ouvert à l'extérieur, hein, pour un peu le permettre de découvrir aussi ce qu'on fait au sein de Digital 113. Notre enjeu aussi, c'est de sensibiliser et d'informer sur l'usage des données, les technos. Donc, c'est aussi de faire des sujets accessibles, pas qu'à des experts, mais aussi à des utilisateurs qui ont besoin de mettre à profit l'usage des données, de l'IA dans leurs différentes activités, et de parler également éthique. Et ça, c'est un sujet qui tient à cœur notamment à Magali. Et puis, bien entendu, d'accroître la visibilité, hein, des acteurs de l'écosystème au plus large, puisque là, en fait, cette factory, c'est un contenu. Ce contenu, on va l'enregistrer, en faire un replay qui sera partagé par Digital 113. Donc, on essaie de capitaliser sur la connaissance mutualisée des différents acteurs de la factory. Alors, un petit résumé de l'historique, hein, elle a été lancée en 2017, principalement par des Toulousains. Et on s'est mis à un rythme de 6 ateliers par an, donc à peu près un tous les 2 mois, pour proposer des contenus on essaye que ça touche le plus grand nombre de personnes possible, avec des sujets qui intéressent le plus grand nombre. Et comme on vous l'a dit, cette année, on a fusionné la factory usage des données et intelligence artificielle pour n'en faire qu'une seule, pour éviter de trop se disperser. Le jour et l'horaire cible, alors on est plutôt sur le mardi et le jeudi, entre midi et 13h30. Bon, voilà, on essaye de rester sur ce créneau-là et pour qu'on reste focus dans nos créneaux qui marchent a priori pas trop mal. Peut-être, Mathilde, je te laisserai parler de la prochaine édition. Voilà, donc la petite nouveauté donc chez Digital 113, c'est que on a créé sur notre site internet une page dédiée à chacune des factories. Donc parce que là on parle donc de la factory usage data et IA, mais à savoir qu'il y en a environ 14 qui sont actives. Donc si vous consultez l'agenda Digital 113, toutes les semaines vous allez pouvoir trouver des factories qui peuvent correspondre à vos attentes. Donc cette page sur le sujet du jour va répertorier tout ce qu'on prévoit de faire sur un semestre. Donc aujourd'hui, on a d'ores et déjà, on peut vous présenter notre prochain atelier qui aura lieu le 16 mai, qui va être toujours en vidéo, avec un petit côté quiz pour pouvoir faire un atelier participatif et interactif sur vos connaissances en data IA. Donc là, on est en train de préparer ça. Si toutefois ça peut vous intéresser, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, à bloquer la date. Et puis ensuite, bon, on en parlera en fin d'atelier. Donc, on est partenaire de Cultive ta Data. Et puis, un autre atelier sur le métaverse pour les nuls, pour une vulgarisation de ces sujets qui prennent pas mal d'ampleur, mais vraiment orienté data. Donc là, on a une date encore à caler et puis on vous reproposera un autre programme pour le deuxième semestre. Merci beaucoup, Mathilde. Bon, dans tous les cas, je vous invite à visiter la page, hein, qui est sur le site de Digital 113, digital113.fr, Factory usage data IA, et vous retrouverez toutes les infos que vous a partagées Mathilde. Donc, avant de passer au sujet du jour, je voulais vous partager. Alors, on maintient un observatoire en fait où on collecte des données auprès des entreprises qui utilisent les données. Et au travers de cet observatoire, on a quelques indicateurs qui nous semblaient intéressants de vous partager. Notamment c'était quelles étaient les données les plus utilisées en entreprise à l'heure actuelle. Donc, on voit bien entendu que les données des logiciels internes pour le pilotage de l'activité sont les plus utilisées. Et loin derrière, on a l'open data, les objets connectés ou les données de recherche. Et justement, on voulait aujourd'hui vous partager l'usage de données dont on parle peu dans les activités traditionnelles des entreprises, qui sont l'usage des données météo et qui pour autant peuvent servir à des cas d'usage intéressants que vous partageront nos 3 intervenants du jour. Et donc aujourd'hui, on parlera usage des données météo dans des projets de data science ou d'intelligence artificielle. Et pour venir vous parler de ces différents cas d'usage, on a invité 3 intervenants de prestige. Je vais leur faire plaisir. Donc nous aurons Léa Durand, d'ailleurs Léa, je t'inviterai à te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Léa Durand, je suis data scientist chez Atos Sud-Est et je suis particulièrement référente sur les sujets liés à l'eau et à l'environnement. Donc, tout ce qui est les sujets autour de la donnée et des modèles d'intelligence artificielle appliqués à ces thématiques. Merci Léa.
Ensuite, on aura Renaud. Oui, bonjour. Donc, Renaud Lachenal, je suis à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Je suis chargé de mission spécialisée sur les questions des risques agricoles. Entre autres, bon, là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je suis coordinateur de la cellule de crise climatique agricole pour l'Hérault. Merci beaucoup Renaud. Et Jérôme. Bonjour à tous, Jérôme Hugueny, je suis directeur associé chez Datasulting et je pilote notamment les missions de data mining pour aider les entreprises à exploiter leurs données pour prédire le futur et notamment parfois en exploitant les données météo, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme. Donc je propose qu'on rentre dans le vif et qu'on te donne la possibilité. Alors c'est pas Jérôme en premier, c'est à Léa. Donc je donnerai la main à Léa pour commencer la présentation de son cas d'usage, donc qui va nous permettre de voir ce que tu fais sur les nappes phréatiques. Je vais te laisser la main sur le partage d'écran. Alors, je lance le partage d'écran. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Alors pour l'instant, moi je ne le vois pas. Non. Toujours pas? Non. Pas encore. Ah, Ça y est, ça normalement, arrive. Ça y est. ça y est? Parfait. Alors, je vais peut-être changer ça. Juste, hop. Parfait. Très bien. Alors, donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'utilisation des données météo sur des questions de suivi et de prédiction autour des nappes phréatiques. Alors, est-ce que je peux changer? Oui, On rend compte que c'est moi qui ai fait une boulette, c'est pour ça que Jérôme devait parler, parce qu'il devait faire une introduction. Ah, c'est pas grave. Je peux repasser la main si vous voulez. Non, continue Léa. Ok. Oui, donc du coup, vous avez probablement vu ces derniers temps passer dans l'actualité un certain nombre d'articles, puisque les eaux souterraines sont malheureusement sur le devant de la scène après des conditions de sécheresse particulière cette année. C'est-à-dire que dû à un déficit pluviométrique, on n'a pas actuellement atteint sur la majorité des nappes en France des niveaux de recharge suffisants. Alors qu'on est dans une période de l'année où normalement on remplit en fait ces réservoirs d'eau naturels, ce qui permet ensuite de pouvoir passer la suite de la saison estivale. Donc dans ce contexte, il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être effectués pour aider à la gestion. Mais tout d'abord, je voulais vous partager un schéma pour un peu replacer le contexte de ce que sont les nappes phréatiques. Donc, les nappes phréatiques, donc le terme scientifique, c'est aquifère. Ça va être là où l'eau naturelle, donc issue essentiellement des précipitations, est stockée dans le sous-sol, sous différentes formes. Donc, ça peut être dans des fractures, ça peut être dans des grottes et des conduits souterrains, ou ça peut être au sein de vastes volumes de roches poreuses comme du sable. Et donc, tous ces différents stockages d'eau sont rechargés par les précipitations. Donc, c'est là que la donnée météorologique va commencer à entrer en compte. Mais on en perd une petite partie au passage parce qu'il y a une partie qui va s'évaporer, donc sous l'effet de la chaleur et aussi sous l'effet de la végétation. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et une partie qui va ruisseler dans les rivières et sur les côtes. Donc, ce qu'on va conserver vraiment pour la recharge, c'est la partie qui va s'infiltrer. Donc, ça, c'était pour replacer dans le contexte. Dans le cadre d'un projet qui a été développé avec un certain nombre de partenaires par Atos Sud-Est, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de ces nappes phréatiques à l'échelle régionale. Et donc, d'avoir à disposition un large panel de données à la fois météorologiques et de données qui sont nos données cibles, donc qui sont des données concernant les nappes phréatiques. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Alors pourquoi suivre ces nappes phréatiques et pourquoi essayer d'avoir des applications prédictives? Ça paraît assez évident, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a un premier niveau d'application qui va être très local et très à court terme. C'est-à-dire que les gestionnaires de nappes, ceux qui sont délégataires pour extraire la ressource en eau, donc pour pomper l'eau et gérer un aquifère localement,
ont en particulier comme intérêt de pouvoir savoir ce qui va se passer sur leurs ressources en eau à court terme et de manière assez ciblée. C'est-à-dire, si leur point de forage, ils s'attendent à avoir des soucis de niveau trop bas, ça peut dénoyer les pompes. Donc, ils aimeraient pouvoir être alertés si ça arrive. Ensuite, pour savoir l'état de la nappe, si on atteint des niveaux trop bas ou on s'attend à atteindre des niveaux trop bas, là aussi, un système d'alerte peut être intéressant pour potentiellement gérer géographiquement, aller solliciter d'autres endroits de la nappe plutôt qu'un endroit particulièrement en difficulté. Et enfin, c'est pareil, sur une échelle de temps relativement courte, plutôt de l'ordre de quelques jours, quelques semaines, aussi avoir des éléments pour estimer le potentiel de prélèvement d'un forage. Donc ça, c'est la 1re famille, on va dire, d'intérêt d'application. Le 2e point, donc là, ça va être à une échelle géographique un tout petit peu au-dessus et ça va être aussi à une échelle de temps un petit peu plus longue. Donc en lien avec l'actualité dont je vous parlais d'ailleurs, c'est de pouvoir anticiper les sécheresses et atténuer leur impact. Donc là, on travaille plutôt sur une échelle de temps de quelques mois, éventuellement jusqu'à l'année hydrologique. Donc l'idée, c'est si en janvier ou février ou mars, on s'attend à ce qu'il y ait des difficultés particulières à venir sur la suite de l'année, on puisse aussi anticiper plutôt qu'être uniquement en curatif et moins solliciter la nappe en réduisant certains usages ou en considérant de passer sur des ressources alternatives plus tôt dans l'année. Donc ça, c'est en lien avec l'autre utilité, donc sur les différents usages de l'eau, que ce soit pour l'eau potable, pour l'irrigation et pour les industries, arriver à une répartition qui permette de maintenir les ressources de la nappe qui puissent convenir à tous les usages. Donc voilà pour les exemples d'applications prédictives sur le projet sur lequel on a travaillé. Ah, j'en oublie un dernier. Et pas des moindres. Donc là, c'est le dernier, le 3e, c'est sur l'échelle la plus vaste. Donc là, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe sur le territoire, à l'échelle départementale ou régionale, donc qui concerne plusieurs nappes, et à la plus longue échelle de temps, donc vraiment sur l'impact du changement climatique sur la ressource. Donc là, on n'est pas sur du prédictif très précis à court terme, c'est plus quelle va être la fourchette de variation attendue du niveau des nappes phréatiques de ce qu'on connaît des projections climatiques à l'échelle plutôt de quelques décennies et jusqu'à 50 ans, les variations possibles de ces niveaux d'eau. Et donc, on est sur une échelle plus large et on peut venir aussi y intégrer potentiellement les impacts d'autres changements globaux, pas seulement le climat, mais aussi qu'est-ce qui se passe si la démographie sur le territoire change ou si les usages des sols changent et voir à quel point ça peut impacter les variations attendues des nappes phréatiques. Voilà, donc maintenant pour rentrer dans le cœur du sujet de la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, heu, au niveau des données qui ont été utilisées, dans le cadre de ce projet et qui continuent d'être, utilisées. Et donc nous, en entrée de ces modèles, ce qui nous intéresse le plus comme données météorologiques, c'est la pluviométrie, dont je disais qu'elle est essentielle pour la recharge des nappes, et aussi la température, qui est en lien avec l'évapotranspiration, qui est aussi calculée d'ailleurs par certains des modèles, donc qui peut être un entrant supplémentaire dans nos modèles. Et donc, on a aussi 3 échelles de temps de cette donnée. Il y a la donnée historique, donc toutes les données passées. Et dans le cas de modèles d'IA, plus on en a et mieux c'est. Donc, il nous faut idéalement au moins plusieurs années passées pour des prédictions à relativement court terme. Et si on peut dépasser les décennies, c'est encore mieux. Ensuite, la donnée en temps réel pour quand on a des modèles en production. Et aussi la donnée prédite de pluviométrie et de température, donc à quoi on s'attend dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochains mois en termes de pluviométrie et de température. Donc les données qui étaient disponibles dans notre cas sur le territoire régional, sur la pluviométrie, il y avait d'abord les données de Météo France. Alors là, c'est des données qui sont payantes pour la majorité d'entre elles et qui donc qui sont pas aussi libres d'accès.
Donc, celles qui ont été utilisées, c'était pour les données passées, enfin qui ont été fléchées, c'était la chaîne hydrométéo Safran ISBA Modco. Donc, c'est des modèles développés par Météo France, où on a des données sur une large période de temps. Alors, je n'ai pas mis à jour, mais c'est aussi 2022-2023. Donc, ça, c'est pour les données passées. Alors, si on reste sur les données, l'historique des données passées, on avait aussi à l'échelle régionale des données issues des laboratoires de recherche. Donc, beaucoup d'unités de recherche participent en géosciences et en hydrologie, participent à des services nationaux d'observation. Et donc, dans ce cadre-là, on a des réseaux de capteurs qui sont installés, par exemple, dans le cadre de travaux de thèse et qui commencent à être rassemblés sur différentes bases de données qui commencent à être mises à disposition du public. Donc là, j'ai mis, et donc pour l'instant, qui dans notre cas n'était pas payante. Donc il y en a une partie qui sont accessibles pour tout le monde en ligne, une partie où en fait ça va aussi dépendre d'accord avec les unités de recherche pour le partage de ces données. Et nous, dans notre cas, c'était des données OREM, des projets OREM développés par l'Université de Montpellier, notamment dans le cadre du service national d'observation du karst. Une autre source de données, ça va être les données des collectivités et des gestionnaires de nappes. Donc là aussi, en général, nous, dans le cadre des projets et des conventions sur lesquelles on a travaillé, ce n'étaient pas des données payantes. Mais par contre, il y en a une partie qui dépendait d'accords en fait, avec les gestionnaires pour pouvoir être partagée et utilisée. Dans les exemples de celles qui étaient accessibles en ligne pour tout le monde, on avait notamment les données pluviométriques du département du CD34 sur la base OD qui sont donc accessibles en ligne directement sans accès spécifique. Et enfin, le dernier type de données météorologiques qui pouvaient être utilisées en complément, notamment dans les phases d'exploration avant le désaccord avec Météo France, c'était aussi des données de sites de suivi météorologique. Il y en a un certain nombre sur lesquels on peut avoir accès à un historique, tels que Infoclimat, Météo Ciel ou parfois des sites locaux de différents villages sur lesquels on peut obtenir les données pluviométriques. Donc voilà pour les données historiques. Et pour les données prédites, là c'est seulement disponible via Météo France. C'est aussi des données payantes. Et on a 3 grandes échelles de temps. Donc les prévisions à 3 jours, donc qui dépendent de la même chaîne hydrométéo que les données. C'est les mêmes modèles en fait qui vont venir prédire les évolutions. Ensuite, on a des prévisions aussi à 14 jours, notamment en lien avec le CHAPI. Et on a des estimations, donc c'est le plus probabiliste, des estimations à 3 mois avec les modèles donc ISBA et un autre modèle qui s'appelle aussi Arpège. Et à très long terme, pour les projections plus à 10, 50 ans dont je parlais plus tôt, là, ça va être les résultats des modèles climatiques du GIEC, dont on a aussi un accès en ligne possible. Le pendant, c'est les données cibles pour nous, donc les données de variation de hauteur de nappe phréatique, qui sont ce qu'on appelle la piézométrie. C'est les variations de niveau d'eau, en fait. Et là, on a aussi accès une partie assez largement à des données open data et une partie où ce n'est pas forcément des données payantes, mais c'est des données qui vont être partagées directement auprès des détenteurs de la donnée sous réserve de convention. Donc là, pareil, on va avoir des données via notamment les départements, les syndicats mixtes de gestion des eaux. Une partie complètement libre, ça va être les données qui sont disponibles sur des bases publiques comme celle du BRGM. Donc là, on a aussi les niveaux d'eau qui sont mis à jour. Et enfin, de la même manière qu'il y avait des données pluviométriques via les laboratoires de recherche, on a ces mêmes données piézométriques disponibles sur les bases dont je parlais principalement. Donc ça, c'est pour les données historiques. Et la donnée prédite, c'est notre donnée cible, c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors, une fois qu'on a obtenu ces données, il y a toute une chaîne de traitement, d'analyse et de traitement à effectuer avant de pouvoir, travailler sur les modèles prédictifs en eux-mêmes. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on a une exploration de la donnée initiale. On va avoir tout ce qui est, la capture et la correction des erreurs, des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes. On va avoir une partie qui va concerner, le fait de combler les lacunes, d'interpoler les lacunes qu'on a trouvées dans les données, selon les types de modèles qu'on utilise. Et enfin, en dernière étape, et non des moindres, on va avoir tout ce qui est la partie machine learning, donc la transformation de ces données, le feature engineering, donc par exemple, l'ajout de données synthétiques et de données, additionnelles en entrée des modèles et la construction des modèles, machine learning eux-mêmes. Donc ça, sur toute la partie exploratoire. Et derrière, en industrialisation, on a le montage des pipelines de traitement, à la fois pour les données historiques, mais aussi dans un deuxième temps sur les données obtenues en temps réel. Et tout ça en pouvant s'appuyer sur les démarches DevOps et MLOps. Alors, j'arrive bientôt au bout. Qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue résultat? Donc, on a nos données d'entrée météorologiques. On peut avoir, dans notre cas, toute une librairie de différents modèles de machine learning, heu, qui vont venir être entraînés sur ces données, météorologiques passées et par rapport à notre donnée cible, donc la donnée de variation de hauteur d'eau. Et donc ici, on a un des exemples où, sur, une durée de 3 ans, de pluviométrie, on arrivait à reproduire les variations du niveau piézométrique, donc de la variation de hauteur d'eau dans notre, aquifère. Ce qui a permis d'arriver à un premier prototype, en fait, de simulateur de niveau de ces nappes où, sur la base de données passées, de longueur variable, là, en vert, on peut avoir en entrée la donnée pluviométrique prédite et donc le niveau prédit de la variation de la nappe phréatique. Et pour conclure, s'il me reste 2 minutes, ce cas d'usage qui a été présenté sur les systèmes naturels ici, donc sur les variations de niveau d'eau au sein des sols, peut être transférable sur à la fois le traitement des données et les enjeux qui s'y prêtent sur des thématiques d'hydrologie urbaine. Donc je pourrais y revenir plus en détail si ça vous intéresse. Mais voilà, on a sur la question des réseaux d'eau et donc des débordements de ces réseaux d'eau, des modèles similaires qui peuvent être mis en place et donc des chaînes d'usage de la donnée météorologique similaires. Et donc en conclusion, dans la thématique d'aujourd'hui, la donnée météorologique est indispensable sur nos cas d'usage qui concernent l'hydrologie et l'hydrogéologie. Elle est très riche et complexe et donc elle nécessite aussi une validation et une expertise métier sur comment on la corrige, comment on l'agrège, comment on l'utilise, quels choix on fait notamment quand on s'intéresse à la donnée météorologique prédite. Et cela permet des applications, comme je le montrais plus tôt, du très local jusqu'au très régional, au cœur d'enjeux clés pour les territoires et les acteurs de ces territoires. Merci. Merci beaucoup, Léa. Ben, j'en profite du coup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau des différentes personnes qui sont dans l'audience, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou même si vous voulez poser vos questions directement à Léa. Le micro peut être ouvert. Et si vous n'en avez pas, j'en ai quelques-unes, mais qui sont assez simplistes de mon côté. Mais Léa, là, pour mener un projet comme ça t'a pris combien de temps? Enfin, c'est quoi les différentes étapes? Parce que tu parlais des différentes étapes, mais en termes de planning, c'était quoi? Alors, il y a eu une première phase exploratoire avec, un seul syndicat mixte au début, qui a duré, je dirais, 3 mois et puis une phase de lancement du projet, avec, tous les gestionnaires, et donc le test du simulateur sur des systèmes plus larges qui a duré, 6 mois de plus. Donc là, il y a eu des développements complémentaires, entre 2 sur quelques mois et par contre, sur l'industrialisation, pour l'instant, c'est une phase, différente qui n'a pas débuté. D'accord, d'accord. Les principales difficultés rencontrées peut-être tout au long de ce projet-là? Les principales difficultés rencontrées, alors il y avait
le fait de devoir rassembler avec beaucoup d'acteurs, en fait, et ça pose quand même des difficultés sur le partage de certaines données au niveau de l'écriture des conventions, et de l'animation d'un large panel. Après sur les développements techniques en eux-mêmes, comme il y a une large partie des données qui est aussi open data, en fait, on peut travailler techniquement sans avoir besoin, de toutes ces données externes aussi. Donc c'est plus pour, les parties de validation et d'industrialisation où c'est plus compliqué et ça dépend de plus de personnes extérieures. Là, du coup, merci Léa. J'ai une question un peu plus précise sur les difficultés justement techniques au moment de l'apprentissage des modèles prédictifs. Concrètement, là-dessus, c'est quoi les principales difficultés techniques qui peuvent être rencontrées à ce moment-là? Alors du coup, il va y avoir, ça dépend en fait, par exemple, de la précision, à laquelle on s'attend sur les variations de la nappe. Donc, si on veut une prédiction, très fine à très court terme, on va pas faire les mêmes entraînements que, sur de la prédiction à moyen terme et ça va pas non plus nécessiter les mêmes traitements. Donc en fait, il va y avoir une question d'être sûr de, heu, qu'est-ce qu'on veut faire, à quelle échelle de temps et ça va impacter les choix, à la fois de traitement et de choix des modèles. D'accord. Donc, je ne sais pas si la réponse convient à Talita, mais en tout cas, voilà. Le micro est ouvert s'il y a besoin de compléter. Donc, Robert qui nous demande aussi comment complétez-vous les données manquantes? Comment effectuez-vous l'interpolation? Alors, donc l'interpolation, on va avoir, si c'est vraiment des lacunes courtes, on va avoir, des méthodes d'interpolation très simples, même, d'interpolation, linéaire. Sur des interpolations, pour combler des lacunes plus longues, on va pouvoir parfois utiliser d'autres, modèles, hydrologiques existants, en fait. Donc nous, sur certaines applications, on utilisait ce qui s'appelle des modèles à réservoir. Donc on a notre donnée pluviométrique et on a des sortes de modèles avec des équations très simples de réservoirs qui se remplissent et qui se vidangent selon des lois, physiques simples et ça permettait en fait d'avoir les variations de notre nappe auxquelles on s'attendait, sur la partie considérée. Merci pour la réponse. Donc, Robert, si la réponse convient, n'hésitez pas à compléter. Merci. Simon, je vois que tu lèves la main. Ouais, merci, merci Gaël. Donc moi, je suis désolé, je suis un peu en retard, donc j'espère que c'est pas quelque chose qui a été dit au tout début. J'avais deux questions peut-être un peu complémentaires. La première, c'était sur la notion de période de temps. En fait, quelle est la granularité des informations que vous prenez, aussi bien sur le passé que sur le futur? Est-ce que c'est des informations à l'heure, à la journée, à la semaine, à la demi-journée? Voilà, voir un peu cette information-là. Ça, c'est la première question. Et puis, peut-être de manière concomitante, dans quelle mesure tout ce qui est événement exceptionnel, puisqu'on a de plus en plus quand même de gros orages ou des périodes de sécheresse, puis d'un coup, d'un seul, un truc qui tombe d'un coup, puis il n'y a plus rien pendant quelques temps. Comment ça, vous l'intégrez? Voilà, avoir un peu votre avis et sentiments sur l'impact de ces changements sur le modèle en tant que tel, ou plus exactement sur, je ne veux pas qu'il y ait un impact, mais en tout cas sur les méthodes d'intégration de ces événements qui sont très ponctuels et finalement, il faut sortir un peu des lignes nominales les raisonnements. D'accord. Alors, sur la granularité, on travaille essentiellement, au pas de temps, journalier, même si on a pu travailler aussi sur du pas de temps, horaire sur, les applications plus court terme. Sur l'impact des événements, on va dire exceptionnels, il y a plusieurs aspects. Donc il y en a un premier qui va quand même être dépendant de, la longueur des données disponibles passées, puisqu'on va quand même avoir des événements exceptionnels, mais c'est surtout leur fréquence qui est attendue d'augmenter. Mais pour peu qu'ils soient disponibles, sur la chronique, historique, le modèle est censé pouvoir capturer, ce type d'événement. Maintenant, il y a quand même une question, d'incertitude en fait sur la capacité du modèle de le faire et il y a des moyens de contourner alors ça c'est encore des choses qu'on a actuellement en exploratoire, hein. Mais une des manières par exemple, c'est si on utilise un type de modèle, de machine learning qui s'appelle le LSTM, le Long Short Term Memory.
c'est d'entraîner ces modèles pas seulement sur un point piézométrique ou sur une nappe, mais sur plein de points disponibles et plein de nappes. Donc en fait, on les entraîne à l'échelle régionale et ça veut dire que potentiellement, on capture des variabilités plus grandes que sur le site visé, en fait, le site spécifique cible. Et donc l'idée, c'est que, on va être capable de mieux prédire des événements rares, et d'extrapoler sur des données pas forcément vues par le modèle sur ce site en particulier. D'accord. OK, super. J'ai en- Merci. j'ai encore une question. Merci pour ta question, Simon. Talita, et puis après, on va passer au cas d'usage suivant. Bonjour, je réponds aussi des questions du coup autour des modèles. Je vois que vous parliez de modèle LSTM et j'ai vu en dessin un diagramme de modèle de réseau profond un peu typique. Est-ce que globalement, dans tous les modèles utilisés, vous avez finalement utilisé des formes différentes de réseau profond ou est-ce que vous avez utilisé d'autres familles de modèles aussi? Oui, il y a eu tout un test avec, peut-être une douzaine, de modèles différents. Mhm. Donc même, donc avec des modèles, multiperceptrons simples, un petit peu donc ouais, donc des LSTM, Mm. un peu de modèles type, ouais, de récurrents aussi, spécifiques, donc comme un Mm. qui s'appelle les NARCS, OK, et un peu de convolutionnel, mais ça nous donnait, des moins bons résultats. Ce OK, qui ouais, sur notre thématique spécifique, en tout cas, c'était moins performant. ça marche. OK, merci. Et Léa, pour compléter, Léa, les modèles qui ont le mieux marché, c'est les Echo State Network, non? Initialement, sur le premier cas d'usage, oui, mais ils avaient un des défauts, c'est qu'ils étaient un peu moins généralisables. Donc Ah d'accord. sur un cas particulier, c'était un des modèles avec des bons résultats, mais sur le transfert d'un aquifère à un autre et voilà, et après c'est des choix sur, est-ce que, on a un modèle très spécifique par nappe ou est-ce qu'on a, un modèle qu'on peut transférer plus facilement de l'un à l'autre? OK. OK, merci. Merci Léa pour tout ce partage de connaissances et je propose du coup à Renaud Lachenal de prendre le relais et lui va nous partager un cas d'usage qui va nous permettre de mieux anticiper les événements climatiques extrêmes et notamment pour les exploitations agricoles. Renaud, Oui. je t'invite à partager ton écran. C'est bon, tout le monde le voit? Parfait. Donc oui, bonjour. Donc, bon, tout d'abord, ce projet AgriPredict, je vais un petit peu, voilà, il a commencé donc en 2001, hein, première année de réflexion sur le projet, c'est 2001, et on est en deuxième année là, enfin on a fini la deuxième année qui était l'année 2022 et on va rentrer dans la troisième année du projet. Alors, donc tout d'abord un petit peu une genèse, hein. Pourquoi AgriPredict? Quelle a été la réflexion sur se dire qu'il fallait regarder un petit peu ces questions d'événements climatiques? C'est que vous voyez là une courbe sur 2002. Donc là, nous sommes vraiment à la Méditerranée, le golfe du Lion, un hotspot face au changement climatique. Et moi qui suis depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle donc les événements climatiques extrêmes et qui sont en niveau des champs d'agriculture, de l'agriculture. Ensuite, vous avez des procédures particulières et qui étaient jusqu'à maintenant les calamités agricoles, hein, qui ce sont de la solidarité nationale pour aller indemniser les agriculteurs des pertes de récolte ou de fonds suite à des événements climatiques extrêmes. Donc on voit que depuis 2022, eh bien, on a eu quantité d'événements climatiques qui viennent donc impacter les productions et donc qui ont des conséquences économiques fortes pour l'agriculture. Donc c'est principalement suite à la canicule de 2019 et on a eu une réflexion en disant, ben voilà, si vous voulez, en 2019, donc le 28 juin 2019, on a eu des températures extrêmes dans le département.
L'Hérault a connu jusqu'à 46 degrés à l'ombre en pleine journée. Et on a eu donc des conséquences dramatiques, notamment en viticulture, parce que des agriculteurs avaient maintenu des traitements, par exemple au souk ou autres, et qui étaient venus aggraver le risque, le risque climatique sur les parcelles. Donc, à partir de là, on s'est dit, ben voilà, il faudrait avoir une réflexion sur est-ce qu'on peut venir essayer d'anticiper ces événements climatiques extrêmes. Et encore une fois, on est vraiment sur des événements extrêmes. Et est-ce qu'on peut les anticiper? À partir de là, est-ce qu'on peut les prévoir? Et est-ce qu'on va pouvoir donner du conseil aux exploitants? Donc, ce projet est donc à l'initiative de notre Chambre d'agriculture, hein, comme je vous le disais, suite au 28 juin 2018. Hein, et cet objectif, il est bien donc d'essayer d'anticiper en permettant, en envoyant des messages aux agriculteurs pour qu'ils puissent s'organiser ou se réorganiser sur leur parcelle. Ces messages, avec une plateforme web, je vous en parlerai un petit peu, qui est en cours de développement, où vous allez avoir d'ailleurs des préconisations qui sont données à l'exploitant pour essayer de limiter les risques et donc de mieux protéger ses récoltes. Le projet, il a d'abord été, enfin à l'heure actuelle, il est principalement, donc il s'oriente sur les événements climatiques extrêmes de deux sortes. Ce sont d'une part les températures extrêmes froides, donc le gel, et les températures extrêmes chaudes, donc les canicules, puisque voilà. Nous nous sommes pour le moment concentrés sur ces deux types d'événements climatiques extrêmes. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir un suivi météorologique, ça, les agriculteurs le mettent en place sur leurs exploitations par de la donnée, des stations météo, mais c'est véritablement de nous focaliser sur ces événements climatiques extrêmes. Ensuite, à l'heure actuelle du projet, même si nous nous concentrons sur le vignoble et l'arboriculture, donc les vergers, hein, qui sont les deux productions phares du département, principalement viticoles, hein, dans l'Hérault, mais on s'est pour le moment concentré sur ces deux productions. Et dans l'année 3, là, qui s'ouvre à nous, on est en train de regarder justement pour étendre notre projet à d'autres productions. Donc, si je résume hein, là-dessus, eh bien, un outil d'anticipation du risque agrométéorologique extrême au service des productions agricoles. C'est un système derrière d'information numérique pour les agriculteurs pour agir sur les exploitations avant l'arrivée extrême de l'événement. Donc, et l'objectif final, c'est bien d'essayer de limiter les pertes de récolte. Donc, voilà, si vous avez un petit schéma un petit peu de résilience, hein, donc l'objectif, c'est anticiper pour pouvoir alerter, donner des préconisations pour que ensuite les exploitants puissent mettre en place des moyens de lutte sur l'exploitation. Les moyens de lutte, ils peuvent être passifs, c'est-à-dire, par exemple, s'abstenir d'aller faire des traitements ou d'aller labourer par rapport à un gel. Et puis, donc, c'est l'action. L'action, elle peut être aussi active. C'est par exemple, sur les périodes de gel, vous l'avez vu en 2021, sur les gels de 2021, c'est mettre en place d'un système de bougies, de ventilateurs ou d'aspersion pour venir protéger les productions et donc limiter les pertes. Donc, je le disais, l'aléa, on s'est pour le moment concentré sur le gel et les vagues de chaleur. On est en train d'expertiser sur, au moment des récoltes, au moment des vendanges, la possibilité de donner une information sur des événements de type tempête-pluie, pluie extrême, pour pouvoir donner des préconisations aux coopératives ou aux vignerons indépendants pour pouvoir s'organiser sur comment mieux rentrer la récolte. Est-ce qu'il vaut mieux rentrer un raisin qui n'est pas suffisamment prêt, mais plutôt que de perdre de la récolte? Donc, parallèlement à ces vagues de chaleur et gel, on regarde également sur cet aléa plus extrême. Voilà, donc comment marche notre produit?
c'est anticiper, alerter, agir, je l'ai déjà dit, principalement viticulture et arboriculture, avec cet objectif de limiter les pertes. Donc, véritablement, le projet, il s'articule autour de 2 acteurs. Donc, Predict Service, qui est une société spécialisée dans l'anticipation du risque climatique, qui a dans ses actionnaires Météo France, Airbus Industrie et BRL, pour ne citer que les principaux actionnaires. Et Predict Service travaille déjà énormément avec les collectivités territoriales, communes, etc., sur anticiper le risque inondation. Donc, suite aux vagues de chaleur, donc 2019, on s'est rapproché d'eux pour imaginer un outil qui nous permettrait d'anticiper. Et donc, nous, parce que nous avons une vingtaine de conseillers secteurs sur le département, que ce soit en arbo ou en viticulture, qui sillonnent dès le mois de mars le département pour regarder les stades phénologiques, le développement de la vigne ou de l'arbo. Et donc, l'objectif de nos 2 compétences, c'est vraiment de mettre en relation de la donnée météorologique et des stades phénologiques pour pouvoir ensuite essayer de cibler au mieux. Vous verrez que nous ciblons à la commune et de cibler au mieux les zones sur lesquelles des événements peuvent arriver. Nos messages d'alerte qui sont envoyés sont en 2 temps, parce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est une des grosses difficultés, c'est que plus vous pouvez anticiper cet événement climatique extrême, et là, à 7-5 jours, c'est quand même difficile, même au niveau de température extrême, mais plus vous pouvez anticiper cet événement, et plus l'exploitant peut mettre en place des moyens de protection, soit passifs, soit actifs, sur son exploitation. Donc, notre outil, il va en 2 temps. Je dois dire que d'abord, c'est la mise en veille du système, et on est en veille là depuis le 1er mars, puisque la végétation sort, etc. Donc, depuis le 1er mars, les 2 opérateurs, Chambre d'agriculture et AgriPredict et Predict Service, sont en veille et regardent ces questions de température. Donc là, jusqu'à, on va dire, fin avril pour le gel, et à partir de début juin sur les vagues de chaleur. Donc, notre système, il est en 2 temps. À 7-5 jours, on a un envoi d'un SMS et d'un mail pour mettre les agriculteurs en vigilance. Nous avons une base de données de l'ensemble des agriculteurs sur le département, et dans la mesure du possible, nous disposons d'un 06 ou 07 et d'un mail. Et donc, à 7-5 jours, on leur envoie, si un événement se profile, on les met en vigilance. Attention, vous avez un risque d'un événement climatique extrême de type gel ou de type vague de chaleur, et ils reçoivent un mail et un SMS, et qui leur permet d'aller sur une plateforme qui s'appelle AgriPredict, où ils vont pouvoir visualiser par une cartographie les zones à risque, et ensuite aller dans des onglets qui vont pouvoir leur donner des préconisations. Et puis à 2 jours, c'est confirmation ou infirmation de l'événement. Et là, c'est juste un envoi d'un SMS, et qui va les rediriger également sur la plateforme AgriPredict. Et cet outil est consultable sur smartphone, tablette ou ordinateur. Donc, les destinataires de ces messages, le corps de cible, c'est l'ensemble des agriculteurs. Je vous ai dit qu'on s'était spécialisé pour le moment sur la viticulture et les vergers, mais il est apparu très vite que même si on n'était pas peut-être en possibilité de donner du conseil et des préconisations à l'ensemble des agricultures, eh bien, il était important que l'ensemble des agriculteurs du département puissent être destinataires de cet outil. C'est pourquoi on a décidé l'an dernier de l'envoyer à l'ensemble des agriculteurs, dans la mesure également où on ne connaît pas le fait qu'un agriculteur, nous, dans notre base de données, il est par exemple spécialisé viticulture, mais il peut avoir un atelier d'arbo ou autre chose, ou de maraîchage. Et donc, on a décidé
que l'ensemble des agriculteurs recevaient les alertes, même si à l'heure actuelle, les préconisations, elles sont tournées vers la viticulture et l'arboriculture. Un autre groupe, donc, les destinataires cœur de cible, c'est bien les agriculteurs. Ensuite, vous avez d'autres destinataires de ces alertes, l'ensemble des EPCI et notamment Groupama, qui sont également les financeurs de ce projet. Donc, nous, 11 collectivités et une commune se sont inscrites pour le moment. Et chez eux, certains de leur personnel sont aussi destinataires des messages d'alerte. C'est plus informatif parce que après, ce n'est pas eux qui mettent en place des choses sur leurs exploitations. Ensuite, l'ensemble des conseillers de la Chambre d'agriculture ou d'organismes avec qui nous travaillons reçoivent ici ces alertes parce qu'il est important qu'un conseiller culture sur le terrain soit informé au même titre qu'un agriculteur parce que dans ces tournées, il les rencontre et il peut leur donner du conseil supplémentaire ou complémentaire. Et puis, vous avez aussi un certain nombre d'élus chambres d'agriculture qui reçoivent aussi ces alertes. Bon, ils les reçoivent déjà en tant qu'agriculteurs, mais ils sont aussi partie prenante dans la prise de décision sur on déclenche ou on ne déclenche pas une alerte. J'y reviendrai rapidement. Donc, vous avez d'autres organismes, techniciens Arbo, d'autres organismes qui ne sont pas chambres d'agriculture et les coopératives agricoles qui sont aussi destinataires de l'ensemble de ces messages. Donc, on est vraiment des équipes pluridisciplinaires et on se mobilise, comme je vous le disais, dès le mois de mars pour le gel et au courant juin pour les vagues de chaleur. Ici, pour aller un peu plus rapidement, vous avez des exemples de messages qui sont envoyés. Donc là, on est sur des messages vigilance, c'est-à-dire à 7 à 5 jours, qui sont assez globaux. Bon, là, vous avez l'exemple des gels de mars et avril 2022 qui étaient assez généraux. Donc, vous voyez sur des vigilances une information qui est assez générale, départementale, et des préconisations qui leur sont données. Donc ça, via le message, ils sont réorientés sur une plateforme directement et ils ont ce type de bulletin d'information alerte qui apparaît et ensuite ils peuvent aller plus loin dans le détail. Donc je vais passer rapidement, mais le gel du 7 mars l'an dernier, donc qui était principalement sur l'Arbo, hein, parce que la viticulture n'était pas encore, la vigne n'avait pas démarré à ces époques-là. Ici ensuite, ici courant avril, donc le gel d'avril 2022, là, eh bien tout de suite on rentrait, vous voyez, on arrive à 342 communes qui avaient été sélectionnées, donc la quasi-totalité du département. Donc là, on est toujours sur des vigilances. Ici, après, vous avez les alertes proprement dites, donc on tombe à 2 jours, hein, J-2, J-3, où là, on vient être beaucoup plus précis dans le zonage à la commune où les températures peuvent être négatives. Voilà, je passe assez vite sur ces exemples de gel et d'alerte. Là, on était au 10 avril et on avait que, on va dire, les hauts cantons, le nord du département, l'ouest qui est assez arbo et l'est, le Pic Saint-Loup, donc une appellation importante et extrêmement rémunératrice dans le département. Donc voilà, un peu des messages d'alerte. Ici, on a eu le 13 juin également une alerte vague de chaleur où on était sur des températures qui étaient importantes et donc assez, donc là on était sur une alerte assez départementale, vous voyez, puisque ces températures élevées étaient sur la quasi-totalité du département. Ici, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est les messages, les bulletins qu'ils reçoivent, avec une cartographie des zones à risque et des messages rapides de préconisation, d'actions à mener ou à ne pas mener. Notamment en vague de chaleur, c'est surtout lié donc à tout le traitement phyto qu'il faut savoir des fois décaler. Donc ce bilan, on a sur cette année 2022, il y a plus de 19 000 mails qui ont été envoyés sur les 4 événements
donc 3 pour le gel et 1 pour les vagues de chaleur. Ici, la photographie de la plateforme sur laquelle ils sont envoyés. Donc elle a un petit peu bougé là, parce qu'on a une version 2 qui est arrivée, on en a parlé ce matin. Mais l'exploitant peut cliquer sur une des stations météo, mais la première image qui lui arrive, c'est le bulletin spécial que je vous ai montré, les bulletins que je vous ai montrés de ce type-là. Et ensuite, il peut aller regarder de façon plus détaillée. Et vous avez 2 onglets ici sur les préconisations, où derrière, maintenant l'outil est opérationnel, donc où ils peuvent avoir une information rapide des préconisations qui leur sont données, et derrière, ils peuvent aller lire de façon plus importante sur qu'est-ce qui peut être mis en place sur l'exploitation. Bon, là, je ne rentre pas là-dedans, mais pour pouvoir faire connaître cet outil, on a développé pas mal de communication, notamment bon, des flyers qu'on distribue dans les salons donc, ou dans des réunions qu'on a avec les agriculteurs. Un motion design également qui a été largement diffusé pour faire connaître l'outil. Voilà. Je finirai par les perspectives donc 2023. Donc c'est s'améliorer sur les suivis des stats phénologiques, que ce soit en viti ou en arbo, puisque l'objectif c'est quand même bien c'est ne pas de lancer une alerte météorologique dès qu'on a des températures qui dépassent des seuils qu'on a préalablement définis, mais c'est bien de sectoriser. C'est-à-dire selon le développement phénologique de la plante, de pouvoir donner une information beaucoup plus individualisée. Je pense surtout à l'arbo parce que déclencher des systèmes de mise en place de bougies ou d'aspersion, l'aspersion c'est moins problématique, mais les systèmes de bougies, c'est un coût important, et donc il faut véritablement être sûr que l'événement est là. Et je rappelle, on est entre 7 et 5 jours avant l'événement. 2 jours, c'est trop tard pratiquement pour eux pour mettre en place. Donc à 7 jours, ils peuvent commencer à s'organiser. Notre année 2023, c'est aussi de regarder comment on peut développer notre outil sur d'autres cultures, les céréales, les cultures légumières. On doit aussi approfondir la question des vagues de chaleur en arbo, parce qu'on a peu de recul, et nos stations expérimentales ont peu de recul là-dessus, alors qu'on a vu en 2022, on a eu des pertes importantes et de baisse notamment de qualité, par exemple sur la pomme, du cracking sur les pommes, et elles deviennent impropres à la commercialisation. Donc on a une recherche-développement à faire importante là-dessus. Voilà, et puis notre outil intéresse, donc vous savez qu'on est un réseau, les chambres d'agriculture, donc on est en discussion avec d'autres chambres d'agriculture pour développer l'outil. La Gironde l'a expérimenté l'an dernier, simplement sur le gel, puisque eux, donc en viticulture, ils n'ont pas fait sur les vagues de chaleur, donc on est en train de faire les bilans avec eux, et il y a quand même un objectif au niveau donc, des chambres réunies en niveau français, de développer cet outil à un niveau national. Voilà, puis ici, je vous présente l'ensemble de nos partenaires financiers, donc le département de l'Euro, Groupama, et on a l'ensemble des intercos du département qui financent ce projet. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, voilà. Donc c'est un outil, donc on rentre dans notre 3e année, et on lance cette année, on va lancer un petit peu plus de bilan auprès des agriculteurs pour avoir aussi des retours d'expérience sur qu'est-ce qu'ils ont pensé de la mise en œuvre de cet outil, mais également quel type de préconisations ils ont pu mettre en œuvre sur leur parcellaire pour faire remonter ces expériences et en faire bénéficier à d'autres agriculteurs. Alors, merci beaucoup Renaud. Alors on est pile poil dans le timing, donc c'est très bien. Il y a peut-être la place pour quelques questions encore s'il y a des questions qui souhaitent être posées. Moi je voulais justement rebondir sur l'impact, la valorisation justement de la mise en œuvre de cet outil pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y a la volonté de mettre en œuvre des indicateurs pour voir la performance de cet outil pour les agriculteurs, l'impact que ça a financier, etc. Enfin je ne sais pas après s'il y a des indicateurs qui doivent être mis en œuvre.
Oui, c'est toute la démarche un petit peu de 2023. Je rappelle que cet outil est un service gratuit que l'on met en tout cas, tel qu'il est pensé à l'heure actuelle, sur ce premier niveau un petit peu, c'est un service gratuit. C'est-à-dire que l'ensemble des agriculteurs, à partir du moment où ils nous ont donné leurs coordonnées téléphoniques 06 et mail, reçoivent l'information. On a en gros une base de données de 7 à 8 000 exploitants sur le département. Par contre, on n'a pas encore l'ensemble. On va dire qu'à peu près à 80%, on a l'ensemble de leurs coordonnées, mais il reste des zones d'ombre, des agriculteurs qui ont pu changer de numéro. Et effectivement, dans cette troisième année, on doit rentrer dans cette question d'indicateurs, de suivi. L'an dernier, on avait fait un rapide sondage auprès de panels arboriculteurs. Donc, on avait réuni une quinzaine d'arboriculteurs pour savoir si le service les intéressait, quel retour ils en avaient. Ça a été plutôt positif. On a fait aussi, lors du gel de 2022, on fait également, après un événement, on a aussi, avec les services de l'État, on essaye de faire remonter le niveau de perte, que ce soit économique, donc perte de récolte ou de fonds, lorsqu'il y en a, du végétal qui serait mort, etc. Et donc, à chaque fois, on pose des questions de satisfaction. D'abord, est-ce que vous connaissez l'outil? En général, il y a un retour positif, c'est-à-dire, en tout cas, oui, on connaît l'outil. Voilà. Maintenant, je pense qu'on doit travailler sur cette troisième année sur le niveau de satisfaction qui peut aller. On a eu très, très peu de retours négatifs. J'ai eu, sur à peu près 300, 400 interrogations, enfin, en tout cas, sondages, j'ai eu 3-4 exploitants qui ont dit non, ça ne me va pas, c'est anxiogène. Et puis, je n'ai pas forcément les moyens d'anticiper, donc l'information ne me va pas. Je vais simplement finir là-dessus, c'est-à-dire que en arboriculture, en gros, un hectare les investissements en pommes, par exemple, sur un hectare, c'est autour de 65 000 €. Donc, et le chiffre derrière est conséquent. Donc, ça veut dire que l'arboriculteur, il va avoir, on prend par exemple la vallée du Rhône, ils se sont pratiquement tous équipés, donc que ce soit en système de bougie ou en système d'aspersion, qui est un des systèmes les plus efficaces pour se protéger. En viticulture, surtout en Méditerranée, où la valorisation de la bouteille, etc., n'est pas non plus excessive, pour le moment, ça va être dur de mettre en place des moyens d'action actifs. Donc, ce que font les viticulteurs chez nous, ça va être plutôt du passif. Et c'est là-dessus qu'on essaie de les former. C'est de tenir une végétation rare ou un sol assez lisse pour ne pas être pris dans le gel. En arbo, ça va être de mettre en place des systèmes d'aspersion, des choses comme ça. Mais en viticulture, on est vraiment sur de la gestion passive à l'heure actuelle, en tout cas chez nous. Je pense, parce que j'ai vu dans l'Aude des des viticulteurs qui avaient déjà mis en place des systèmes d'aspersion, par exemple, sur des parcelles à haute valeur ajoutée, pour essayer de protéger, parce que l'aspersion vient faire une gangue autour du bourgeon et vient le protéger du gel, par exemple. Voilà, après, vous pouvez avoir des systèmes. Alors, Renaud, je vais être obligé de vous couper bien, parce que je voulais relancer un sujet qui apparemment vous passionne. Mais du coup, je dois laisser le temps. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'intervention, très riche et très complète. Et je pense que ça va donner de la matière à Jérôme pour rebondir, parce qu'il y a un sujet qui est très lié et qui là permet de prédire le cas d'usage, permet de prédire les appels téléphoniques, et notamment pour des assureurs qui ont des problématiques liées à la météo également. Et ça fait le lien, je pense, avec le cas d'usage que vous venez de présenter. Jérôme, je te laisse rebondir et puis potentiellement compléter, puisque je t'ai coupé ton introduction, donc tu pourras potentiellement t'en servir comme synthèse. Ne t'inquiète pas. Par contre, je veux bien que tu m'autorises. Parce qu'il était pressé, je ne sais pas s'il va pouvoir rester jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Très bien, merci.
C'était hyper clair et merci Léa aussi. J'ai tout compris et c'était vraiment limpide et transparent vos explications. Je veux bien, Gaël, que tu m'autorises à partager mon écran. Alors, il faut juste que Renaud coupe, je crois. Hop. Parfait. Coupe le partage. Du coup, je vais illustrer un troisième cas d'usage qui est probablement un petit peu moins ambitieux en termes de modélisation, un petit peu plus facile à mettre en œuvre pour des entreprises voilà, dans des délais un petit peu plus courts. Alors, hop, ça y est, vous devriez bientôt voir mon écran. C'est parfait. Est-ce le cas? C'est bon. Ok. Alors, on va parler d'un cas d'usage consistant à prédire les appels dans un call center, dans une société qui fait de l'assurance ou de l'assistance, et le tout en utilisant des données météo. Alors, pourquoi prédire le nombre d'appels dans un call center en fonction de la météo? Eh bien, naturellement, les assisteurs, assureurs ont une forte météo-sensibilité, c'est-à-dire que des événements météo majeurs, que ce soit de la grêle, que ce soit des inondations, que ce soit des fortes chutes de neige, se traduisent en sinistres et en besoin d'assistance, et en conséquence en appel sur le call center de l'assisteur ou de l'assureur. Et c'est particulièrement intéressant. Alors, leur activité est météo sensible, mais en plus, ils sont particulièrement bien placés pour prendre en compte et anticiper les effets de la météo, du fait que ces call centers sont souvent mutualisés au niveau national. Et du coup, les effets de la météo dans tout un ensemble de lieux géographiques se cumulent, et ça donne une meilleure capacité de prédiction. Vous avez peut-être en tête la loi des grands nombres qui fait qu'en gros, les erreurs s'annulent, les erreurs de prédiction s'annulent si on prédit sur des grandes quantités. Donc, oui, la météo a beaucoup d'effets, et oui, c'est particulièrement prometteur du fait du regroupement de tous les appels qui aboutissent à un seul endroit, à savoir un seul call center. Alors, l'effet, hein, il peut être extrêmement notable, hein, alors que ce soit dans l'assurance habitation, l'assurance automobile. On peut avoir des effets où le nombre d'appels est multiplié par 20, même parfois par 50, du fait de phénomènes météorologiques extrêmes. Alors là, l'illustration, hein, c'est sur de la grêle. Mais vous voyez que naturellement, la grêle génère des dégâts sur les habitations ou sur les véhicules. Et de fait, on a des impacts qui sont relativement forts. Imaginez une entreprise, hein, qui voit son activité augmenter d'un facteur 20 du jour au lendemain. C'est quelque chose de massif et qui, du coup, est difficile à encaisser. Et du coup, le prédire eh bien, permet de positionner les équipes de manière un petit peu plus efficace, permet de mettre en place des circuits de débordement, de privilégier certains types d'appels, de remettre à plus tard des choses que l'on n'a pas obligation de traiter le jour J. Donc naturellement, l'anticipation permet d'être beaucoup plus efficace pour plus de satisfaction client et moins d'engorgement, une meilleure qualité de service. Alors, la démarche de data mining, en fait, elle est assez générique, et quelque part, vous retrouverez un petit peu ce que Léa vous a présenté. On a de toute façon une phase d'analyse métier pour bien comprendre le contexte. Qu'est-ce que l'on doit prédire? Quels sont les facteurs qui peuvent avoir potentiellement de l'impact? Comment capter des données qui permettront d'anticiper, d'expliquer? On a une phase de préparation des données qui est particulièrement importante sur les données météo, parce que les données météo, c'est des données qui sont géospatiales, et avec même 2 axes temps, parce qu'en fait, Léa a introduit un petit peu le sujet, mais on a la météo qui est observée, et ça permet de bien maîtriser quels sont les impacts des effets météo réels, hein, constatés. Mais en pratique, quand vous allez prédire l'impact demain, vous n'aurez pas la météo constatée demain, vous aurez des prédictions météo.
et des prédictions qui seront à plus ou moins courte ou longue échéance. Et de ce fait, avec 2 axes temps, hein, l'échéance et la date de production de la météo, et le fait que la météo est définie localement et différente dans chaque localité, vous avez tout de suite des données volumineuses. Vous avez de multiples paramètres météo et donc une préparation, une sélection de données qui est souvent importante. Et puis après, on a la phase de modélisation. Bon, bah là, on peut faire des choses très avancées si on a le temps, ou très simplistes si on veut avancer vite. En l'occurrence, là, on est dans un contexte où on peut avancer sur des modèles assez simples. Et en fait, la phase de préparation prend un petit peu plus de temps que la modélisation. Et puis, naturellement, on a après la mise en œuvre de ces modèles. Sur ces démarches d'exploitation des données météo, on a souvent une première étape qui consiste à valider que l'on peut effectivement exploiter avec un niveau de performance acceptable, avant de choisir d'industrialiser et de mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc voilà, la phase de transfert, elle est importante. Mais globalement, la démarche, elle est assez classique et quels que soient, quels que soient les acteurs, les cabinets ou les sujets, on revient souvent à cette démarche de data mining assez classique. Alors, dans l'exemple qui nous a occupé, on a utilisé des données donc géospatiales de climatologie et de prédiction. Et globalement, on avait 3 types de données qui sont en partie gratuites, en partie payantes. Alors, on a les données d'alerte de vigilance météo qui sont mises à disposition par Météo France et on a tout un historique qui est disponible. On a des données de climatologie. Alors, on a aussi utilisé Météo France. Effectivement, il y a d'autres données qui peuvent être récupérées en gratuit. Voilà, les données Météo France ont une certaine simplicité en termes d'accès, même si elles sont assez volumineuses. Et en tout cas, on a une partie qui est gratuite et on peut étendre avec des données d'observation au-delà des stations météo qui fournissent des données gratuites. Et là, on rentre dans le domaine du payant, donc on peut compléter, être un petit peu plus précis, un petit peu plus fin notamment, en achetant des données auprès de différents acteurs. Et puis enfin, au-delà de la météorologie, enfin de la climatologie, de l'historique constaté de météo, on a également besoin de l'historique des prévisions. Et là, pour le coup, on n'a pas d'offres gratuites qui permettent de mettre à disposition les historiques de prévision, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on prévoyait à telle date pour telle échéance à tel endroit. Donc là, on a des données qui sont accessibles, mais qui doivent être achetées. Alors, il y a toute une offre de données météo. Alors là, j'ai mis quelques exemples pris au hasard, mais vous avez alors l'offre de Météo France que je cite parce que c'est quelque part l'acteur étatique qui est bien implanté, qui a elle-même une offre gratuite et payante. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez utiliser, une partie des données sont exploitables directement, bien structurées, et une autre doit être achetée, mais disponible directement auprès de Météo France. Mais en fait, vous avez toute une myriade d'acteurs qui commercialisent des données de climatologie ou de prédiction. Là, j'ai mis un exemple au hasard, on n'est pas là pour faire de la pub, mais voilà, Custom Weather vous donne 9 ans d'historique dans 85 000 localisations avec un historique de prédiction. Voilà, ce qui est typiquement très utile si vous voulez entraîner des modèles de machine learning. Alors, en termes de résultats, quand on utilise des données météo, là j'ai illustré ce que l'on a obtenu chez un client en termes de gains entre un modèle antérieur qui n'utilisait pas la météo et un nouveau modèle qui exploite des données de météo. Et on a une réduction, alors voilà, en gros historiquement, heure par heure, on avait une prédiction à plus ou moins 10,7% en termes de nombre d'appels, et on tombait avec les améliorations, on gagnait 2,7 points. Donc en gros, on réduisait l'erreur absolue moyenne de 30%, et on tombait à plus ou moins 8% en termes de prédiction de nombre d'appels. Alors ça, c'est pour illustrer l'effet général de prise en compte de la météo. Après, c'est un peu perturbant parce qu'en fait, on a quelques jours où l'effet météo est majeur et en fait, ces jours-là,
pour certains types d'événements météo, étaient bien captés par le modèle et on arrivait à anticiper, par exemple, l'impact des fortes ou des faibles températures sur des pannes de batterie. Ça marche bien. Mais on a aussi d'autres types d'événements qui étaient beaucoup plus localisés. La grêle, par exemple, c'est un phénomène qui est très localisé dans le temps et dans l'espace et dont les impacts sont beaucoup plus difficilement prévisibles. Donc voilà, oui, il y a un bénéfice, mais pas dans tous les cas. Alors, je voulais illustrer un petit peu la préparation des données. Donc, on a toute une diversité de données météo, de variables explicatives en fait qui sont disponibles et en fait on a souvent besoin de retravailler ces données. Alors Léa a introduit le sujet sur le fait de compléter des données manquantes, mais on a aussi dans la façon d'exploiter les données besoin de retraiter, alors soit combiner des variables, soit pré-traiter avec des fonctions, soit dans l'exemple, là ce qui avait le plus d'impact, c'était pas les rafales de vent, c'était l'écart entre les rafales et le vent maximum sur 90% du temps. Donc on a des notions de déciles. Pourquoi? Parce que dans une zone très venteuse, eh bien, une rafale de vent forte n'a pas le même impact que dans une zone où on n'a pas l'habitude du vent. Donc voilà, on a sur les données météo qui sont très riches, besoin de pré-traiter, de faire des cumuls historiques, de faire voilà, pas mal de pré-traitement. C'est très riche, mais du coup, ça génère aussi un petit peu de complexité de préparation des données. Et enfin, je souhaitais vous partager quelques enseignements autour de l'exploitation des données météo. Alors, tout d'abord, il y a des vraies réussites autour de l'exploitation de certains facteurs météo qui sont assez fréquents et bien prévisibles. Et l'exemple que j'ai cité, l'effet de la température sur les batteries ou l'effet de phénomènes violents mais généralisés. C'est-à-dire que si vous avez une tempête de neige qui traverse toute la France, qui va recouvrir à peu près toutes les routes, toutes les maisons, tous les véhicules, vous aurez une bonne vision de l'impact. Voilà. Et si vous vous trompez, si les prévisions se trompent d'une heure ou deux, peu importe, le nuage de neige arrivera et recouvrira la France. Et donc, il y a peu, sur les phénomènes généralisés, il y a peu d'aléas sur la localisation spatiale ou temporelle. Voilà, la quantité de précipitations sur un département, on a à un niveau macroscopique des prédictions qui sont relativement fiables et dont la fiabilité s'améliore au fil du temps. Par contre, au-delà de ces réussites, on a aussi des facteurs de désillusion. Le premier facteur, c'est que les événements extrêmement majeurs sont rares. Et du coup, on a un effet moyen qui est faible. C'est-à-dire que si on prédit l'impact d'un ouragan sur le sud de la France, eh ben, ça n'est arrivé qu'une fois dans le passé et ça n'arrivera peut-être pas dans les 10 années qui viennent. Et du coup, l'impact moyen des ouragans sur le sud de la France, globalement, sur le nombre d'appels, en termes de variabilité, en termes de variance de la variable qu'on cherche à expliquer, même si un jour c'est très fort, en moyenne, il est très faible parce que l'événement est très rare. Et puis, l'autre élément, c'est qu'en termes d'apprentissage automatique, s'il y a très très peu d'historique, eh bien, on ne peut pas, un moteur ne peut pas apprendre. Voilà. Donc ça, malgré le fait que l'impact soit très élevé, les moteurs, on a du mal à modéliser l'impact et à anticiper. On a du mal à apprendre en fait du passé. On a un deuxième facteur de désillusion qui est que certains phénomènes ont certes un effet constaté très important, mais la prévision n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si on prend les épisodes Sevenol, par exemple, on a les alertes de Météo France qui sont importantes. On a des alertes rouges qui sont significatives, mais au niveau du département, ça marche bien. Au niveau local, eh bien, on a peu de vision sur l'endroit précis où va se former le cumul de pluie important. Et du coup, la précision de la prédiction en termes de temps et d'espace n'est pas suffisante pour anticiper l'impact. Et si ça tombe sur un lieu qui est inhabité ou sur un lieu qui est habité à quelques kilomètres près, on peut avoir des impacts majeurs voilà, qui ne sont pas suffisants, enfin, qui ne sont pas suffisamment précis pour prédire et pour exploiter la prédiction météo. Voilà, j'ai cité les épisodes Sevenol, mais c'est le cas aussi de la grêle qui est très très localisée dans le temps et dans l'espace.
Et à quelques kilomètres près, hein, une grêle sur un champ ou une grêle sur une zone urbaine n'aura pas le même impact. Alors bien entendu, en fonction de si on se place du point de vue d'un assureur habitation ou d'un exploitant agricole, hein, on n'aura pas la même vision, mais dans les deux cas, en fait, l'effet est difficilement prévisible. Euh, Enfin, on a une troisième complexité qui est intrinsèque aux données météo et qu'on n'observe pas sur les données de gestion qui peuvent servir habituellement à prédire, que ce soit prédire du chiffre d'affaires, détecter des fraudes, des choses comme ça. Les données météo sont complexes parce que c'est des données géospatiales avec du coup un axe géographique et deux axes temps, la date de prédiction et l'échéance de prédiction. C'est des données qui, pour certaines, sont peu structurées. Je pense aux alertes de vigilance, je pense aux bulletins météo, ou qui sont parfois pas homogènes. C'est-à-dire que la mesure de climatologie, on peut avoir des stations météo qui ne remontent pas la même qualité de données ou éventuellement pas au même pas de temps ou pas les mêmes indicateurs. Donc, les données météo nécessitent une phase de préparation importante, nécessite une certaine connaissance, une expertise. Alors, on n'a pas besoin d'être un prévisionniste météo. Néanmoins, c'est important de pouvoir traiter. Enfin, il y a une complexité de préparation des données. Et puis, la dernière difficulté, c'est qu'on a, et c'est souvent le cas sur les projets prédictifs, sur les projets de data mining, une incertitude sur le résultat avant de lancer le projet. Est-ce qu'on va réussir à améliorer la prédiction d'un modèle existant en rajoutant la météo? C'est très difficile à dire au début, on peut avoir des intuitions, mais la seule preuve, c'est de faire le modèle en fait. Et du coup, on a souvent des approches de type minimum viable product, c'est-à-dire une approche itérative où on limite l'effort de modélisation dans un premier sprint de modélisation qui permet d'identifier le niveau de performance atteint. Et on peut progresser comme ça par étapes jusqu'à obtenir le meilleur modèle ou jusqu'à s'apercevoir qu'on n'arrive pas à améliorer la performance du modèle. Et à ce moment-là, une fois qu'on connaît la meilleure performance atteignable, on peut choisir de procéder ou pas à l'industrialisation, de tout ou partie d'ailleurs. Voilà, donc on a toujours ces incertitudes sur les projets de data mining, et du coup, ça amène souvent à modifier la façon dont on procède avec des approches par itération, agile, LOTI, et en séparant l'étude et l'industrialisation. Voilà à peu près ce que je souhaitais vous partager sur des choses un petit peu plus facilement accessibles pour des entreprises, et en tout cas de moins long terme que les deux premiers cas d'usage. Merci beaucoup, Jérôme, c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience, parce que là, on commence à s'approcher de la fin de ce partage. S'il n'y a pas de questions, je propose que Jérôme, éventuellement, ce que tu avais prévu en intro, peut-être ça permet de faire une petite synthèse sur les éléments clés à avoir en tête quand on utilise les données météo. En fait, je l'ai repris. Les deux messages de mon introduction, c'était de dire que, d'une part, la météo influe beaucoup sur les activités humaines. Ça influe naturellement alors sur vos comportements d'achat, hein, quand vous allez typiquement sur les files d'attente chez des distributeurs. Ça influe sur le type de produit que vous voulez acheter. Vous n'achetez pas des glaces ou de la raclette aux mêmes périodes de l'année. Ça influe sur vos choix de loisirs, hein. Vous n'allez pas faire de la randonnée quand il pleut, ou vous choisirez d'aller au cinéma ou au musée. Ça influe aussi sur des choses qui sont un petit peu plus industrielles, sur le prix de l'énergie, par exemple, qui varie, le prix spot, qui varie en fonction de l'ensoleillement notamment, et de consommation liée à la température, au chauffage. Ça génère de la sinistralité, on a parlé des inondations, des accidents de voiture, et puis d'un point de vue, enfin, sur des activités plus spécialisées, ça peut influencer aussi les satellites, hein, qui font de la cartographie terrestre, voient leur trajectoire modifiée parce que cartographier des nuages, ça n'a pas grand intérêt, et si on veut faire des photos sans nuages, eh ben, il faut passer à des endroits où il n'y a pas de nuages, et du coup la prédiction de la météo permet de guider la trajectoire des satellites. Donc c'est quelques exemples, hein, mais tout ça pour dire que la météo est au cœur du fonctionnement des individus, que ce soit en tant que consommateur ou en tant qu'entreprise, et du coup a beaucoup d'impact
sur les activités humaines, sur les activités professionnelles. Et l'autre élément que j'avais en introduction, c'est de dire qu'on a de plus en plus d'offres de données disponibles. Donc les offres gratuites, payantes sont là. On peut les exploiter. Et certes, il y a un certain nombre de complexités, mais vous avez vu 3 cas d'usage qui sont tous les 3 des réussites, qui permettent de mettre en évidence ce que l'on peut faire aujourd'hui pour traiter ces données. Voilà, c'était mon introduction qui peut servir de conclusion. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce partage et que ça vous guide un petit peu sur les opportunités dans votre contexte. Parfait, merci beaucoup Jérôme. Je ne sais pas si les quelques participants qui ont assisté ont des questions, des remarques, des retours. N'hésitez pas. Le micro est ouvert, donc c'est aussi un moment d'échange. Hein, donc n'hésitez pas, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas que du descendant. Sinon, on comprend qu'il y en a certains qui ont faim et qui ont besoin d'y aller. Bon, en tout cas, merci aux intervenants. Alors, il me reste Léa et Jérôme. Merci pour le temps que vous avez passé et puis pour toute cette préparation. Et puis, merci aux copilotes que je vois ici, hein, Antoine, Simon et Marie. Et puis, merci bien entendu Mathilde, toujours fidèle au poste. Je rappelais juste pour ceux que ça intéresse, hein, qu'on a aussi l'observatoire là qui permet aux entreprises de s'auto-évaluer sur leur propre maturité en termes d'usage des données. Et comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, il y a l'événement Cultive sa data que nous animons Datasulting avec un certain nombre de partenaires, dont Simon qui est ici présent et qui aura lieu le 26 mai à Montpellier. Et bien entendu, ceux qui sont intéressés par cette factory, vous pouvez toujours aller sur la page Digital 113 dédiée. Donc là, j'ai laissé l'adresse présente et ça se trouve sur le site de Digital 113. Et puis Mathilde, je sais que tu seras très heureuse de pouvoir accueillir et répondre aux questions de tous ceux que ça intéresse. Exactement. Et j'en profite aussi pour, si vous avez des suggestions d'ateliers aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut passer par moi et puis on partagera tout ça pour voir ce qu'on peut réaliser dans une échelle de temps plus ou moins rapide. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hein, les factories, c'est aussi là pour ça.